Charles Anderlin, merci beaucoup de nous recevoir dans votre appartement de Jérusalem, Oui, de dans cette, confiner à confiner. dans cette période de Pâques qui est importante là-bas. La première question, évidemment, c'est de savoir où en est l'épidémie chez vous. J'ai vu que le 50e mort a été enregistré dans la nuit, c'est-à-dire ça commence à devenir vraiment sérieux pour un pays qui ne fait que 9 millions d'habitants, il faut le rappeler. Tout à fait. Alors, le dernier bilan ici, c'est 53 morts, 107 patients sont sous respirateur et 141 sont dans un état grave, hospitalisés. Les testés, on a un peu plus de 8600, mais cela ne veut rien dire parce qu'en fait, les Israéliens ont été obligés d'arrêter de tester à une plus grande échelle par manque de réactifs et la start-up nation a été incapable de fabriquer du réactif. Donc, il faut attendre que les Chinois en livrent. Et d'ailleurs, un pont aérien a été mis en place la nuit dernière. 11 appareils de la compagnie El Al ramènent du matériel médical et probablement des réactifs, des combinaisons et des respirateurs de Chine, de Pékin. Et la semaine prochaine, probablement également de Shanghai, parce que le pays était sous-équipé. Si j'ai bien compris, vous avez un problème très spécifique qui est celui des juifs ultra-orthodoxes qui font quand même entre 5 et 10% de la population et qui semblent avoir beaucoup de mal à s'intégrer à la règle de confinement et même idéologiquement à l'idée de cette maladie, quoi. Oui, tout à fait. Maintenant, si vous permettez, c'est tout le problème de la stratégie israélienne face au virus. Tout en fait a bien commencé le 30 janvier dernier. Les Israéliens ont arrêté tous les vols venant de Chine dès le 30 janvier. Le 17 février, on n'acceptait plus d'étrangers venus de pays d'Asie. Le 23, les vols ont été arrêtés du Japon. Personnellement, moi j'étais en France, je suis rentré de Paris le 29 février. Et le 4, on m'a annoncé toutes les personnes qui sont arrivées de France au cours des 2 dernières semaines doivent entrer en confinement pour 2 semaines. Donc, je suis entré en confinement. En fait, il y a eu une fête importante en Israël, le 10 et le 11 février, c'était la fête de Purim, avec des surprises parties, des grandes fêtes dans les synagogues, tout le monde s'est retrouvé. À l'époque encore, les Israéliens réduisaient le nombre de personnes autorisées, par exemple, à assister à un match de football, pas plus de 3000 personnes. Et dès le 12, par contre, on a fermé les écoles et les universités. Problème, on est au mois de mars. Euh, les Israéliens, le ministère de la Santé a commencé à s'inquiéter très sérieusement. Le 15 mars, on a demandé à un grand rabbin, Haïm Kanievski, 92 ans, c'est une jeunesse, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce que les écoles talmudiques devaient fermer, oui ou non? Il a répondu surtout pas, l'étude de la Torah est plus important que tout. Simplement, dans les synagogues et dans les écoles talmudiques, il faut être séparés les uns des autres et que la pièce soit très aérée. Problème, le nombre de testés, le nombre de malades a sérieusement augmenté dans les secteurs ultra-orthodoxes et le 29 mars, Kanievski a annoncé pas du tout, on arrête tout, pas de prière en groupe, interdiction d'ouvrir les synagogues. Il y a seul un petit groupe ultra-orthodoxe considéré comme beaucoup plus dur que les autres qui a continué à fréquenter les synagogues. Et puis là, effectivement, dans les quartiers ultra-orthodoxes, on a le virus qui commence à faire sérieusement des ravages. Pour la petite histoire, le gouvernement a décidé un bouclage, comme chez les Palestiniens, mais beaucoup moins dur, du quartier de Bnei Brak, près de Tel Aviv, 210 000 habitants. La plupart même ne parlent presque pas l'hébreu, essentiellement le yiddish. Il faut dire que la communauté ultra-orthodoxe ne reconnaît pas l'existence même de l'État d'Israël, mais en profite. Il y a le ministre de la Santé est un ultra-orthodoxe. À la Knesset, par exemple, il y a des députés ultra-orthodoxes, mais quand on joue l'hymne national, eh bien, ils ne se lèvent pas ou ils essayent de ne pas être dans la salle plénière et ne participent à aucune manifestation de l'État d'Israël, qu'il s'agisse même de marquer le jour de la Shoah ou même, bien entendu, la fête de l'indépendance.
ils utilisent tous les moyens que leur donne la société israélienne. Ils ne font pas l'armée, ils refusent absolument de faire l'armée. Il est quand même un peu paradoxal qu'à Bnei Brak, le pays, enfin le quartier, est entièrement occupé, peut-on dire, par la brigade parachutiste et la brigade commando qui s'occupent d'aller dans les différents appartements, livrer de la nourriture et demander s'il y a quelqu'un de malade. Pour la petite histoire, d'ailleurs, il a fallu que l'armée prévoie un petit dictionnaire d'hébreu yiddish pour que les soldats israéliens frappent à la porte et demandent en yiddish à quelqu'un est-ce que vous parlez l'hébreu? Donc, on en est là. Il est question à l'heure actuelle de boucler d'autres quartiers orthodoxes dans l'État d'Israël aujourd'hui. Une autre question, Charles. On a l'impression, d'après les informations qu'on a, qu'il y a une particularité chez les Palestiniens d'Israël, chez les Arabes israéliens. C'est-à-dire que visiblement, il y a un respect absolument impressionnant du confinement, des mesures de sauvegarde, et on a très peu de cas, si j'ai bien compris. Alors écoutez, les Arabes israéliens sont totalement intégrés. Il y a de très nombreux médecins, infirmiers, professeurs de médecine dans tous les grands hôpitaux israéliens et également dans le système économique israélien. Maintenant, effectivement, hier soir, on a demandé à des grands profs de médecine sur les plateaux de télévision et chez les Arabes israéliens, ils me disent, écoutez, on n'a pas un seul malade grave dans la communauté arabe israélienne. Et le ministre de l'Intérieur, le très orthodoxe séfarade Aryeh Deri, a expliqué, oui, bien sûr, eux, ils n'ont pas eu Pourim, ils n'ont pas eu les synagogues ouvertes, ils n'ont pas eu les bains rituels ouverts. Et eux ont donc 2 à 3 jours avant que les Israéliens ne fassent la fête, et pas seulement les religieux, parce que même dans les universités, on a eu encore le 10 et le 11 mars et le 12 mars des surprises parties de jeunes et avec des gens qui étaient contaminés et qui ont disséminé le virus. Donc les Arabes israéliens, de ce point de vue-là, ont évité la catastrophe qui a été déclenchée par la fête de Pourim. Alors, parlons un peu des autres Palestiniens, c'est-à-dire ceux des territoires. Quand on lit, selon les sources, évidemment, on a deux airs, deux refrains très différents. D'un côté, on a des gens qui nous disent tout va bien, la coopération est impeccable entre les autorités israéliennes et palestiniennes de Mahmoud Abbas, tout ça va très bien. Et puis, du côté palestinien, on a aussi des mails, des appels au secours de gens disant que la répression est pire que jamais, que l'armée et les colons profitent de la situation pour aller un peu plus loin sur l'appropriation, le vol de terre, etc., etc. À votre avis, on en est où exactement? Effectivement, d'abord, il y a 2 choses. Il y a effectivement une véritable coopération au niveau sanitaire, médical et même, peut-on dire, politique entre l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et les autorités israéliennes. Il y a eu récemment des rencontres entre le ministre palestinien des Finances et le premier ministre palestinien et leur homologue israélien, M. Kahlon, le ministre des Finances. À ce niveau-là, et c'est d'ailleurs tout à fait l'intérêt des Israéliens de ne pas avoir une catastrophe sanitaire en Cisjordanie. Les colonies sont là. Maintenant, oui, l'occupation se poursuit. Oui, il y a des saisies de terre. Oui, il y a encore des opérations militaires. Donc, ce sont 2 choses totalement différentes. Cela dit, l'armée israélienne, les chefs de l'armée essayent d'éviter une catastrophe sanitaire et poussent à une coopération la plus importante possible entre le système palestinien en Cisjordanie et le système israélien. Gaza, c'est autre chose. L'Organisation mondiale de la santé fournit des fonds, essaye de faire passer du matériel. Maintenant, de même qu'il y a en Israël une véritable pénurie aussi bien de respirateurs que de réactifs, que de blouses, etc., de blouses de protection dans les hôpitaux, Gaza est mal fourni. Les premiers cas de contaminés sont arrivés du Pakistan via le passage de Rafah avec l'Égypte. Tout de suite, ils ont été confinés, mais les policiers qui les gardaient
ont été contaminés et la crainte est que, bien entendu, l'épidémie reparte en grand à Gaza, ce qui serait une catastrophe. Évidemment, les chefs militaires du Hamas menacent. Si nous commençons à mourir, eh bien et que nous ne pouvons pas respirer, les Israéliens aussi ne pourront pas respirer. Donc, on est une fois de plus au bord du gouffre. Est-ce qu'on va vers un nouveau round en pleine épidémie de Covid-19 entre Israël et Gaza? Il faut espérer que non. Revenons un peu peut-être sur le bilan global. On a l'impression qu'en fait, ce qui se passe en Israël ressemble beaucoup à ce qui se passe en France, c'est-à-dire des autorités prises de vitesse, pénurie de masques, pénurie de tests, pénurie de gel, très peu de lits équipés de respirateurs pour 100 habitants. On sait qu'en France, on en a par exemple 6 fois moins que les Allemands, pour donner une idée. Ça Oui, explique alors, sans doute les différences. Alors, est-ce qu'au fond, les Israéliens et les Palestiniens, au fond, ne payent pas 20 ans ou 30 ans de politique d'austérité, de politique néolibérale qui ont mis le système de santé à genoux, quoi? ben écoutez, en Israël, ce sont certainement les 10 années de Likoud et Netanyahou au pouvoir. Les chiffres sont les suivants. Il y a ici 2,2 lits par 1000 habitants, alors que la moyenne de l'OCDE est de 3,6. La France, c'est un peu moins de 3,6. Le taux d'occupation, par contre, des hôpitaux israéliens est de 94% contre 75% pour la moyenne de l'OCDE. Mais surtout, il y a 38 décès par infection nosocomiale pour 100 000 malades. C'est le taux le plus élevé des pays industrialisés. Si vous êtes hospitalisé en Israël, vous avez une forte chance de vous retrouver avec ce genre d'infection nosocomiale. Et j'ai au moins un ami qui en est décédé il y a quelques années. Tout dépend bien entendu du budget de l'État qui a été ratiboisé comme c'est le cas ailleurs. Maintenant, d'après ce que je vois, le système fonctionne beaucoup moins bien qu'en France. Et en fait, au moment où on se parle, l'épidémie paraît redémarrer en Israël, même si dans certains secteurs, le taux d'infection, le taux de contamination semble baisser. Maintenant, à propos des masques, au début, comme en France, on nous a dit, les masques, il n'y en a pas, et quand il y en a, il faut les laisser en priorité au personnel hospitalier. Donc, pas de masque, pas de masque, pas de masque. Pour la petite histoire, quand le 25 février, je suis parti à Paris, j'ai acheté des masques à l'aéroport de Tel Aviv, dans le magasin hors taxe. J'ai acheté des masques, ils vendaient des masques. À mon retour, j'ai vu qu'on pouvait encore commander des masques à des sociétés israéliennes. J'ai commandé des masques. Mais on nous disait toujours, surtout pas de masques, ce n'est pas la peine de les mettre. Maintenant, subitement, tout a changé. Oui, on peut mettre des masques même quand on se promène. D'ailleurs, c'est préférable. Et c'est arrivé quand? C'est arrivé au moment où les pharmacies et les parapharmacies israéliennes, il y a quelques jours, ont été approvisionnées. En plusieurs jours, 1 200 000 masques ont été vendus au public israélien. En fait, et ça ils le reconnaissent, le pouvoir israélien a dit nous ne pouvons pas dire aux gens d'aller avec des masques parce qu'il n'y en a pas. À ce moment-là, il y aurait une bagarre, tout le monde se serait battu pour avoir des masques alors qu'il fallait les donner en priorité aux hôpitaux et aux soignants. Si j'ai bien compris aussi, pendant la catastrophe, la politique continue. Ah Et oui, écoutez, je, là, je, je on voulais a vous, eu une grande discussion ce matin entre Netanyahou et Gantz. La négociation poursuit, paraît-il, tant bien que mal. Nous savons que deux membres de Bleu-Blanc veulent l'annexion, mais pas Netanyahou au pouvoir. Donc oui, annexer, mais Netanyahou veut annexer au moins la vallée du Jourdain, que ce soit inscrit, gravé dans le marbre de l'accord de gouvernement. Euh, tout peut arriver. On a mercredi la fête de Pâques, la Pessah, la Pâque juive, avec le grand Seder. Entre parenthèses, le gouvernement a l'intention de décréter un couvre-feu général, interdiction de se déplacer pendant la fête, c'est-à-dire pas question de faire ce repas pascal en famille,
chacun c'est chez soi, la famille nucléaire, mais c'est tout, et puis les grands-parents, au mieux par vidéo, par Zoom ou autre. Et d'ailleurs, les ultra-orthodoxes refusent bien entendu la vidéo. En général, ils sont tout à fait opposés à Internet. Maintenant, pour en revenir à la politique, est-ce que le scénario vers lequel on va, c'est Netanyahou, maintenant que Gantz est peut-être tombé dans le piège, a cassé la majorité de 61 qui étaient bleu-blanc, plus tous ceux qui les soutenaient, y compris la liste arabe, la liste conjointe arabe dans son ensemble. Maintenant que cette opposition à Netanyahou est brisée, est-ce qu'on va tout simplement vers de nouvelles élections dans 3 à 4 mois, avec cette fois Netanyahou qui aura plus de chances de gagner, bien entendu, avec Gantz en très mauvaise posture vis-à-vis de son public. Mais Charles, moi j'ai quand même l'impression que le coronavirus a bon dos. C'est-à-dire que Gantz, qui avait animé avec le soutien de la liste, avec le soutien de Lieberman, une forme d'opposition, tout sauf Netanyahou, quand même, depuis un an, a trahi. Ah oui. Avec lui, les travaillistes ont trahi, mais ça c'est moins étonnant. Mais on est quand même dans une espèce de retournement absolument stupéfiant, je veux dire, indépendamment du coronavirus. Enfin, comment c'est Moi, je possible me pendant suis un an que toujours cet homme méfié. anime l'opposition, se batte avec force, visiblement, et qu'il finisse par trahir dans des conditions lamentables, quoi. Absolument, vous avez tout à fait raison. Et puis, il fallait voir, enfin, Gantz a présidé des sessions en plénière de la Knesset, ce qui était assez intéressant, avec ses anciens amis. C'est les députés qu'il a trahis au sein de Bleu-Blanc qui lui disaient en plénière, tu es un traître, tu as abandonné, les millions de voix que tu as eues, tu les as jetées à la poubelle, tu rejoins un Premier ministre qui est accusé de corruption, etc. Comment as-tu pu faire ça? Rentrer dans le cerveau de Gantz, je ne sais pas. En tout cas, pour ma part, je me suis toujours méfié des politiques israéliens. Ils sont capables de tout et de leur contraire. Le Parti travailliste a ouvert aujourd'hui des négociations avec l'équipe de Gantz pour intégrer le groupe bleu, ce qui reste de bleu-blanc à la Knesset, et lui accorder donc, je crois que c'est 2 ou 3 députés supplémentaires. Et Meretz reste donc la seule opposition sioniste de gauche avec 3 députés. C'est la portion congrue. Mais quand même, la veille de sa volte-face, Gantz avait été jusqu'à accepter que 2 députés de la liste arabe, pour l'appeler simplement unie, président des commissions de la Knesset, ce qui ne s'était pas vu depuis Oui, 1948. il les Donc préside encore. comment cet homme qui, d'un côté, accepte un bond en avant du point de vue de la politique israélienne aussi important, trahisse le lendemain, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, au fond? Il faudra faire une encéphalographie du cerveau de Gantz. À un moment donné, il a lâché, il a eu peur, il s'est passé quelque chose qu'on apprendra peut-être dans les mois ou les années qui viennent, et il faudra faire effectivement une véritable enquête. Pour l'instant, c'est assez bloqué. On arrive bien entendu confiné, on a du mal à aller rencontrer les gens et à leur demander qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça, on le saura. Maintenant, et vous le savez, je me suis toujours méfié des politiques, des hommes politiques israéliens qui sont capables de tout et de leur contraire. J'ai appris ça en 77, quand après l'élection de Menachem Begin, je suis tombé de ma chaise en apprenant que Moshe Dayan avait décidé de devenir le ministre des Affaires étrangères de Menachem Begin. En fait, il avait fait ce geste pour faire la paix avec l'Égypte. Si j'ai bien suivi un article très intéressant de Haggai Elad, le directeur exécutif de B'Tselem, il y a un article très important de Netanyahou, un discours de Netanyahou, tout à fait à la fin de cette période-là, où il rappelle à Gantz qu'ils ont été tous les deux les promoteurs de l'opération à Gaza pendant l'été 2014, et il dit presque mot à mot qu'ils ont tous les deux le sang des Palestiniens sur les mains.
Est-ce qu'au fond, ce n'est pas ça ce qui relie ces deux hommes? L'un était Premier ministre, et l'est toujours, l'autre était chef d'état-major. Ils ont fait le sale boulot ensemble et au fond, ils ont des raisons d'être ensemble, quoi. Dominique, tous les anciens militaires, tous les anciens généraux israéliens, quels qu'ils soient, ont du sang palestinien, du sang arabe sur les mains. Ça, je crois que bon, c'est un conflit omniprésent. Les deux côtés, il y a du sang sur les mains. J'ai assisté à des rencontres entre des anciens combattants palestiniens et leurs tortionnaires, parfois israéliens. Ils s'embrassaient. C'est la réalité de la région. L'opération à Gaza, quelqu'un devra écrire un jour l'histoire. Netanyahou ne la voulait pas, Gantz s'est laissé entraîner, c'est une histoire à part. Maintenant, effectivement, et Netanyahou et Gantz ont du sang palestinien, du sang arabe sur les mains. Tout le monde en a dans la région. C'est une région où le sang coule, mais où malgré tout, Charles Anderlin, on peut faire des accords. Merci infiniment de nous avoir répondu confiné. Voilà, de confiné à confiné.